Bonjour à toutes et à tous. Je suis à cette table ronde qui s'intitule « Et si les pays de la Loire faisaient face à plus 4 degrés ?» Alors, il est difficile de se projeter dans un tel monde. Et d'ailleurs, il est aussi difficile de savoir à quoi ça correspond exactement. Heureusement, les travaux du GIEC Pays de la Loire nous éclairent sur différents scénarios qui vous seront présentés ce soir. Ce futur, je pense que nous sommes toutes et tous d'accord sur ce point, il n'est pas désirable. Et je pense qu'il y a énormément d'énergie aujourd'hui et ce week-end pour éviter un tel scénario, mais il faut se l'admettre. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont dans le rouge et il faut nous préparer à cette éventualité. Donc pour s'y préparer, nous avons la chance d'avoir des outils à notre disposition, des outils de résilience, des outils d'adaptation. La bonne nouvelle, c'est que ces outils ils existent et qu'ils peuvent être mis en place dès à présent. Donc je vous propose d'explorer ensemble ce soir toutes les solutions qui sont à notre portée pour justement, dès à présent, apprendre à vivre dans une région Pays de la Loire à plus 4 degrés. On va commencer par un petit tour de table pour vous présenter les intervenantes et intervenants ce soir. On va commencer par Laurent Delquerou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Laurent Delquerou, je suis 322 ppm, donc plutôt un senior au niveau du Shift, où je travaille sur un dossier, un chantier qui s'appelle Résilience des territoires. Voilà, c'est la partie territoire des travaux du Shift. J'aurai l'occasion d'y revenir. Bonjour, je m'appelle Virginie Resson-Victor, je suis géopolitologue et prospectiviste de métier et par ailleurs je suis ici au titre de présidente du GIEC des Pays de la Loire et je suis aussi cofondatrice d'une initiative qui s'appelle Le Grand Défi des entreprises pour la planète. Monsieur Samama. Norbert Samama, maire du Pouliguen, c'est dans la baie du Pouliguen, pour ceux qui ne connaissent pas la presqu'île guérandaise, et vice-président à Cap-Atlantique, donc de l'intercommunalité à la transition écologique, au SCOT et à la stratégie foncière et littorale. Et Juliette Noël. Juliette Noël, donc moi j'ai un long passé de journaliste, métier que j'exerce encore de façon différente d'avant. Et sinon, je suis la créatrice d'un atelier sur l'adaptation au changement climatique, qui est un atelier qui est un des nombreux bébés de la fresque du climat et qui est à la fois basé sur les travaux du GIEC et l'intelligence collective. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous propose de se lancer dans le dur avec quelques résultats issus des travaux du GIEC Pays de la Loire, avec Virginie Resson-Victor qui va prendre la parole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les scénarios d'évolution du réchauffement climatique dans notre région ? Alors, avant de vous présenter très rapidement, ça sera un hyper résumé des travaux et du rapport que nous avons, du premier rapport que nous avons produit qui est paru il y a un an à peu près, qu'on peut trouver en accès libre sur Internet. Juste auparavant, vous rappelez ce que c'est que le GIEC des Pays de la Loire. Alors, le GIEC des Pays de la Loire n'a aucun rapport avec le GIEC international. C'est un comité scientifique et l'acronyme signifie Groupe interdisciplinaire d'experts sur le climat des Pays de la Loire. Donc il y a effectivement des scientifiques, des hydrologues, des géologues, etc. Et il y a aussi des économistes et des sociologues. Donc on a plusieurs disciplines et la mission du GIEC des Pays de la Loire, qui est une initiative du comité 21 et qui a été impulsé avec la région des Pays de la Loire, eh bien, sa mission, c'est d'une part d'élaborer, de transcrire finalement les scénarios du GIEC à l'échelle du territoire des Pays de la Loire, d'en mesurer les vulnérabilités, de mesurer les enjeux de ces changements climatiques, et tout ça pour éclairer évidemment les acteurs du territoire pour la mise en place de politiques à la fois d'atténuation et d'adaptation. Et donc il y a eu un deuxième volet ou un deuxième rapport qui est paru il y a quelques mois
et qui, lui, rassemble plutôt un ensemble de propositions, d'actions à l'attention des acteurs du territoire. Voilà pour la présentation du GIEC des Pays de la Loire. Et donc nous, on a travaillé, je vais vous montrer quelques cartes sur lesquelles nous avons travaillé, qui sont extraites du rapport. On a travaillé en fait sur 2 scénarios du GIEC international. On a travaillé sur les scénarios RCP 2.6, on va dire le scénario optimiste finalement, pas vraiment réaliste, on aimerait qu'il le reste, mais en tout cas il n'est pas tendanciel. S'il reste accessible, il n'est pas tendanciel, puisque c'est un scénario qui prend en compte la neutralité carbone dès 2050. Et puis l'autre scénario, c'est l'autre scénario extrême finalement, c'est le RCP 8.5, et lui qui correspond à un scénario où les États finalement ne mettent pas en place une politique à la fois massive et proche dans le temps pour atténuer les gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on peut appeler le scénario pessimiste. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en termes de trajectoire, le GIEC a calculé que si on s'en tient aux engagements pris par l'ensemble des États, les promesses établies par les États, on est sur un scénario à plus 2,8 degrés à l'échelle globale. En revanche, si on prend en compte l'ensemble des mesures qui sont réellement mises en œuvre par les États, on est déjà sur un scénario à plus 3,2. Or ça, c'est un scénario à l'échelle globale, et comme vous le savez, le réchauffement n'est pas uniforme à l'échelle de la planète. Par exemple, les océans, on est à plus 0,9, là, sur les masses continentales en moyenne à plus 1,6, pour une moyenne à plus 1,2. En Pays de la Loire, par exemple, on est sur un réchauffement qui est aussi de plus 1,6, mais depuis 60 ans. Donc on a un réchauffement en réalité 2 fois plus rapide à peu près dans la région à ce jour par rapport à la planète. Voilà pour préciser un petit peu les scénarios sur lesquels on a travaillé. Alors, côté température, alors plusieurs impacts, évidemment, du réchauffement et des changements climatiques à l'échelle de la région. Premier impact, premier enjeu, les températures. Avec, ici, vous avez une diapositive qui vous montre l'évolution du nombre de jours, de la température moyenne, qui, quel que soit le scénario, augmentera encore de 1 degré entre maintenant et d'ici 2035, et qui, dans le cas du scénario pessimiste, s'élèveront encore de 3 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle. Maintenant, si on passe à la diapositive d'après, qui vous montre cette fois le nombre de jours chauds, c'est-à-dire le nombre de jours où la température maximale est supérieure d'au moins 5 degrés aux normales saisonnières. Alors aujourd'hui, le nombre de jours chauds dans la région, en fonction des lieux où on se trouve dans la région, il varie de 25 à 45 jours par an. Dans le cas du scénario 8.5, qui est celui qui nous intéresse plus aujourd'hui parce qu'il se rapproche plus finalement du scénario tendanciel, eh bien, le nombre de jours chauds pourrait encore augmenter de 55 jours par an, ce qui pourrait nous amener jusqu'à au moins 3 mois de jours chauds par an. La diapositive d'après vous montre les vagues de chaleur. Donc vagues de chaleur, correspondent à des périodes de 5 jours ou plus pendant lesquelles la température maximale est supérieure d'au moins 5 degrés à la normale. Eh bien, ces vagues de chaleur, on le voit déjà, on n'a pas besoin d'attendre l'avenir d'ailleurs, elles seront à la fois plus fréquentes, plus précoces dans l'année, plus longues et plus sévères. Je vous rappelle que l'année dernière, on a eu trois vagues de chaleur importantes estivales, dont une qui nous a mené à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières dans la région. Donc ces vagues de chaleur, eh bien, elles pourraient s'amplifier jusqu'à 27 jours supplémentaires d'ici 30 ans. 27 jours, c'est presque un mois, et de 50 à 70 jours d'ici le dernier quart de siècle, dans le cas du scénario RCP 8.5. Voilà pour les températures. Maintenant, si on passe aux précipitations. Alors les précipitations, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué de faire des scénarios à l'échelle de la région que pour les températures, mais on dégage quand même, on voit 2 grandes tendances. La première, c'est finalement une stabilité dans la quantité totale annuelle de précipitations sur la région. En revanche, deuxième tendance, c'est une évolution de la répartition
Globalement, moins de pluie, enfin on va le voir, mais moins de pluie en hiver, moins de pluie en été, plus en hiver, moins de jours de pluie dans l'année, et en revanche, des pluies qui sont plus intenses. Et le résultat, bien sûr, globalement, c'est à la fois un risque accru de sécheresse, mais aussi d'inondation, conséquence donc de cette évolution du régime des pluies. Sur la diapositive d'après, on voit par exemple l'évolution du nombre de jours de pluie et du cumul mensuel moyen dans la région. Dans le cas alors vous avez en gris, en blanc d'ailleurs, le scénario de référence, et en rouge donc l'évolution du scénario 8.5. Et vous voyez, on a vraiment une augmentation de la quantité des précipitations l'hiver, une baisse l'été, et en fait on aboutit peu à peu à une alternance de saisons sèches et de saisons des pluies. Et évidemment, à cette évolution correspond, c'est bien logique, une diminution des périodes de sol sec, des périodes de sol humide, et un allongement des périodes de sol sec, au point que finalement les records de sécheresse qu'on avait, les sécheresses décennales, voire centennales qu'on avait observées jusqu'à maintenant, eh bien, vont devenir la norme dans le dernier quart de siècle. Dans le cas du scénario, par exemple, 8.5, le nombre de jours de sol sec par an pourrait augmenter de plus 40% à peu près dans la région. Or, et l'enjeu, c'est un premier enjeu, vous savez aussi qu'on est dans une région très agricole et donc très dépendante évidemment de la disponibilité en eau et de l'humidité des sols. Ce qui veut dire donc que la dépendance de cette région et de son économie à l'eau, eh bien, accentue évidemment sa vulnérabilité au changement climatique. Et puis, autre problématique, c'est la moindre recharge des nappes phréatiques, puisque avec l'avancée du printemps, un printemps de plus en plus précoce avec l'élévation des températures, et l'eau des précipitations se trouve d'abord récupérée par la végétation qui est en train de se développer, et donc qui s'infiltre moins dans les sols, et donc qui ralentit ou qui amoindrit finalement la recharge des nappes phréatiques souterraines ou superficielles. Et puis autre enjeu de cette évolution du régime des précipitations, c'est une baisse du débit des fleuves. Or, pour des villes comme Nantes, mais la plupart des villes d'ailleurs dans la région qui est peu dotée en nappes phréatiques en réalité, eh bien toutes ces villes sont dépendantes pour leur approvisionnement en eau des fleuves, et par conséquent une baisse du débit jusqu'à 50% pour la Loire à la fin du siècle est évidemment un enjeu tout à fait critique. D'ailleurs, là encore, pas besoin d'attendre le futur. Ceux qui habitent à Nantes se souviennent qu'on est passé tout près de la rupture d'approvisionnement l'été dernier, puisqu'en période d'étiage, eh bien, on a eu la baisse du débit a permis il y a une remontée du boucher vaseux depuis l'estuaire de la Loire, plus une élévation de la température du fleuve, ce qui ne permettait pas de prélever comme on peut le faire normalement pour approvisionner pour traiter l'eau. Qui dit baisse du débit et baisse évolution du régime des précipitations, surtout en été, dit aussi baisse de la qualité de l'eau. Or, on est dans une région extrêmement vulnérable déjà, puisqu'on calcule que seulement 11% des eaux de surface dans la région sont de bonne qualité. Donc on a un risque de dégradation encore accentué par les changements climatiques. On va changer de... Alors, mes slides ne sont pas dans l'ordre que j'avais prévu. Non, on va remonter avant. Les incendies n'y sont pas, zut alors. Il y avait... Voilà, bon. Je suis perdue. Non, on va revenir à l'élévation du niveau... Voilà, donc, pardon. Autre risque, évidemment, qui est lié directement à cette évolution des précipitations, et notamment des fortes précipitations, c'est les inondations, et surtout des précipitations sur des sols secs, qui évidemment absorbent beaucoup moins l'eau, des sols fortement artificialisés aussi dans notre région, et tout ça augmentant le risque de ruissellement en cas de forte pluie, et donc un risque d'inondation par ruissellement, mais aussi par débordement des cours d'eau et par submersion le long des côtes. Pour la ville de Nantes, par exemple, dans le scénario à plus 4 degrés, le risque d'inondation est multiplié par 600.
Enfin, dernier impact du changement, non pas dernier, mais un autre impact du changement climatique dans la région, donc c'est l'élévation du niveau de la mer. Alors ici, vous voyez, donc vous pouvez voir le littoral de la région, et vous voyez, c'est un littoral extrêmement urbanisé, 8% du territoire, 19% du parc régional de logement. Et bien sûr, c'est un littoral extrêmement exposé à l'élévation du niveau de la mer, lui-même lié au changement climatique, niveau de la mer qui, dans le cadre du scénario 8.5, pourrait augmenter de 60 cm à 1,10 m dans le dernier quart du siècle. Et donc, par conséquent, toutes ces zones littorales et tous ces logements, quand ils sont situés en zone basse, et je crois que vous savez ce dont je parle, eh bien, sont extrêmement, particulièrement exposés au risque de submersion marine, notamment en cas de forte houle ou de tempête. Sur la slide d'après, justement, on peut voir sur les zones grises, on voit les zones les plus exposées à ce phénomène de submersion. Des submersions qui sont par ailleurs encore accentuées par la part de la population âgée qui est plus élevée sur cette région-là que dans le reste du pays, dans le reste de la région, et qui soulève évidemment des problématiques, des questions d'évacuation en cas de submersion. Et une évolution qui pourrait, à terme, poser la question extrêmement délicate, évidemment, de relocaliser, ou plutôt de déplacer certaines des logements, des zones urbaines, mais aussi des activités économiques. Voilà, et puis cette dernière diapositive vous montre, il y a un autre risque qu'on n'attendait pas vraiment dans la région, c'est le risque de départ de feu, enfin un risque accru de départ de feu et d'incendie, qui est lié évidemment au double phénomène, d'abord des chaleurs plus importantes, des canicules plus fréquentes et une évaporation des sols secs, une évapotranspiration des plantes plus élevée, et ce qui donc facilite le départ de feu. Et dans le cas du scénario RCP 8.5, le scénario tendanciel, eh bien, on a une augmentation de risque d'incendie de 40% dans la région, ce qui là aussi est considérable, même si ça reste inférieur aux régions au sud de la France, on est quand même sur un risque relativement élevé, comme vous le voyez sur la carte de droite. Voilà un petit peu pour planter le décor du réchauffement climatique dans la région. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup Virginie pour cet éclairage. Peut-être pour essayer de localiser un petit peu plus, on a eu une belle vision macro, mais au niveau micro, Monsieur Samama, à quoi ressemblera le Pouliguen concrètement quand on sera à plus 4 degrés, enfin, si ça arrive? Écoutez, je crois que vous avez tout dit, vous avez dit micro. C'est micro jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'on devient quasiment inexistant, on disparaît de la carte, parce qu'il y a un des points que vous abordez aussi indirectement, c'est l'érosion côtière. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de submersion marine, mais il y a aussi derrière le phénomène d'érosion côtière. Alors, les submersions marines, soit on sait enticher de digues pour lutter contre les submersions marines avec une certaine prévision, mais qui ne tient absolument pas compte des scénarios que vous avez exposés. Soyons clairs, ils ne sont que le résultat d'un réflexe par rapport à la tempête, par rapport à Xynthia. Et puis l'érosion en tant que telle, eh bien, derrière, pour nous, c'est un impact absolument énorme. Il faut vous dire qu'un territoire comme le nôtre, un territoire comme le Cap Atlantique, c'est 98 km de côte, et avec la Carène, c'est-à-dire l'agglomération nazérienne, ça fait 141 km de côte. Et grosso modo, puisqu'il va falloir que je m'arrête, pour tout vous dire, pour répondre très simplement à votre question, nous allons devenir une archipel. Et une archipel, aujourd'hui, au vu de la migration climatique, au vu de la pression immobilière, au vu de la pression de population que nous subissons, en tant qu'élus, anticiper le devenir d'un territoire comme une archipel, eh bien, c'est d'une complexité rare. Et c'est vrai que la solution de facilité, ce serait de mettre des œillères et de se dire « laissons le temps filer et donnons ça à nos successeurs ». Justement, en matière d'anticipation,
Est-ce que c'est une bonne idée de faire des scénarios à plus 4 degrés? Quel est l'intérêt finalement de la construction de tels scénarios, Virginie Resson-Victor? L'intérêt, c'est de donner un cap. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré pas mal d'entreprises, par exemple, ou même des élus qui m'ont dit maintenant, on sait où on doit aller et on sait à quoi se référer. Parce que tant qu'on était dans la multiplicité des scénarios, c'est extrêmement difficile de planifier, d'organiser, de fixer des critères d'arbitrage, de se dire qu'il faut adapter, par exemple, l'agriculture, mais en fonction de quel scénario et quel type d'adaptation. Donc le fait de fixer un cap, un objectif, une boussole, finalement, ça donne une direction pour organiser tout le travail d'adaptation. Maintenant, la question, c'est le choix est-ce que le 4 degrés qui a été retenu par le ministère de la Planification est le bon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, ça permet d'organiser effectivement l'adaptation. Est-ce que vous souhaitez compléter, Juliette Noël? Non, mais je vais juste abonder dans ce sens parce qu'effectivement, quand Christophe Béchu a donné cette trajectoire, fin janvier, début février, il y a eu plein de gens qui ont critiqué, alors qu'en fait, effectivement, c'est une excellente c'est une excellente mesure de le dire, même si je crois que c'est pas encore vraiment choisi, et que il demeure 2 tracks. Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement n'a pas encore décidé si c'était plus 2 ou plus 4 degrés à la fin du siècle. Bon, on se doute que ça va être plus 4 et que c'est pour préparer les esprits, mais effectivement, c'est très important de donner ce cap et évidemment de bien expliquer que ça ne veut en aucun cas dire qu'on baisse les bras sur l'atténuation. D'autant plus que l'adaptation, sans atténuation, elle n'a pas de sens en fait. Donc c'est vraiment, même dans les recommandations que le GIEC et les pays de la leur fait, l'impact des mesures qui sont proposées ne fonctionne qu'à partir du moment où, que s'il y a atténuation en même temps. La transition est parfaite. Juliette Noël, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'adaptation? Alors, l'adaptation, il y a un gros problème avec l'adaptation, c'est que dans le langage courant, l'acception de l'adaptation n'est pas du tout le même que dans le langage climatique. Déjà, la plupart des gens, la très grande majorité des gens, et je ne suis pas du tout la seule à faire ce constat, c'est un constat qui est fait par l'ADEME depuis 23 ans, quand on demande aux Français et aux Françaises qu'est-ce que c'est que l'adaptation, la quasi-totalité des gens confondent avec l'atténuation. Et ils pensent que c'est juste qu'il va enfin falloir se mettre à réduire nos émissions. Ah oui, il va falloir s'adapter, il va falloir enfin se mettre à réduire nos émissions. Donc c'est pas l'adaptation, c'est pas du tout une version fataliste et retardataire de l'atténuation. C'est quelque chose de complètement différent. Un autre problème, un autre écueil dans l'acception du mot adaptation, c'est dans le langage courant, on dit souvent « oh oui, on s'adaptera, ça passera ». Bon, non, pas du tout. En fait, il y a une promesse de résilience derrière le mot adaptation qui n'est pas du tout fondée scientifiquement. Et d'ailleurs, le GIEC parle très clairement de limites dures à l'adaptation, qui sont notamment le franchissement d'un certain seuil de réchauffement climatique, mais aussi la destruction de la biodiversité. Et donc non, il ne faut pas penser que le jour où on se décidera à s'adapter, ça passera, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Il faut quand même que je le dise. Il y a deux grandes politiques de réduction du risque climatique. L'atténuation, qui a pour objectif de réduire les causes du changement climatique. Donc l'atténuation, on réduit les émissions, donc on réduit les causes. L'adaptation, c'est on réduit les conséquences ou les impacts. Voilà, donc ça c'est vraiment très très différent. Autre différence, c'est que pour que l'atténuation marche, il faut que tout le monde atténue sur la planète, alors que bonne nouvelle avec l'adaptation, on peut s'adapter localement et on peut avoir des résultats assez rapides. Donc voilà. Donc ça, c'est... Et alors, j'insiste, je reviens sur ce que disait Virginie, à savoir que les deux sont différents, mais absolument indissociables. Si on ne continue pas, si on ne se met pas à réduire nos émissions, eh bien, il y a un moment où on ne pourra plus s'adapter, c'est très très clair. Et inversement, si on ne fait que voilà. Et inversement, on ne peut pas se contenter de réduire
parce qu'il y a un réchauffement engagé qui fait qu'on va se prendre des impacts de plus en plus forts. On sait que le 1,5, bon, c'est pas un scoop, cet objectif de la fin du siècle, on va l'avoir d'ici une dizaine d'années. Il faut se préparer, c'est quand même 0,3 de degré de plus au niveau mondial, donc c'est absolument énorme. Donc l'adaptation, ce n'est pas la bonne excuse pour ne pas atténuer, et l'atténuation, elle ne suffira pas. Voilà. Donc vraiment, j'insiste sur cette complémentarité et en même temps cette grande différence entre les deux. Et c'est très important de bien faire la différence, parce que en fait, cette confusion entre les deux, c'est préjudiciable à l'adaptation, puisque du coup, on ne s'intéresse pas. Voilà, on pense que c'est de l'atténuation et on ne s'intéresse pas. Merci beaucoup. Et dans la continuité et plutôt à la suite de l'adaptation, il y a la résilience. Donc pareil, encore une notion un peu différente. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, Laurent Delquerroux, sur ce que c'est ? Alors la résilience, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Hein. L'acception normale, c'est la capacité à faire face aux épreuves, aux chocs, au stress. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, quand on parle de résilience des territoires, à quel type de choc, d'épreuves on fait allusion. Donc pour ce qui concerne nos travaux, on va retrouver ce que vient de dire Juliette, c'est-à-dire toutes les épreuves qu'on a évoquées aussi avec Virginie, liées au changement climatique et toutes les interactions. On ne l'a pas dit, mais c'est évident que tous les aléas climatiques que tu as évoqués sont souvent très, très liés entre eux. Il y a des effets en cascade. On va s'intéresser aussi, quand on parle de territoire, on va s'intéresser mais quand on est le shift, on va s'intéresser aux effets de la sortie des énergies fossiles, à cette atténuation. Parce que cette atténuation, elle est à la fois une exigence pour lutter contre le réchauffement global, mais elle est aussi une façon, vous êtes shifter, vous savez, de lutter contre cette double contrainte carbone, c'est-à-dire contre la raréfaction même des ressources énergétiques fossiles et des ressources naturelles en général. On a pas mal parlé d'eau, on pourrait parler d'autres ressources. Donc quand on parle de résilience territoriale, on fait référence à ces épreuves-là, à ces chocs-là, et on fait référence à leur dimension physique, c'est-à-dire à cette double transformation que tu as évoquée, c'est-à dire l'atténuation qui doit être compatible en même temps avec l'adaptation, adaptation-atténuation. C'est d'abord des transformations physiques, la sortie des énergies fossiles, le changement climatique, la contrainte sur les ressources, on pourrait rajouter la contrainte sur les sols maintenant, qui est très très forte. Mais quand on parle de résilience territoriale, on fait référence aussi au bouleversement que ça génère et que ça va continuer à générer sur l'économie locale. La décarbonation, ça bouleverse complètement le tissu économique, la nature des emplois dans les années qui viennent. La question sociale, la prise en compte des inégalités sociales, des inégalités territoriales. On est très inégaux par rapport à ces épreuves, par rapport à la capacité à les surmonter. Et puis évidemment, ça va bouleverser, c'est un sujet politique, donc ça bouleverse complètement la façon de prendre les décisions, les modes de gouvernance. Donc c'est tous ces sujets-là en fait qui sont à l'origine et qui sont au cœur de notre définition de la résilience des territoires. Et vouloir être plus résilient pour un territoire, c'est non seulement être capable de bien anticiper, de bien gérer les crises et les chocs, mais, et c'est là où on veut en venir, c'est aussi être capable de se transformer, puisqu'on voit bien que dans un tel contexte d'épreuves à répétition, toujours plus graves, toujours plus fortes, eh bien, c'est qu'en se transformant véritablement, et notamment en transformant les politiques du territoire, c'est pour ça qu'au Shift, on travaille beaucoup sur le bloc communal, hein, on s'adresse beaucoup aux élus locaux, qu'on sera moins vulnérable et donc plus résilient. Voilà. Alors, pour reparler peut-être un petit peu d'adaptation, Norbert Samama, vous parliez tout à l'heure de digue, qui est quelque part en fait une stratégie d'adaptation. Juliette Noël, est-ce que, on va essayer de prendre le sujet un peu à l'envers, est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de maladaptation ou des catégories de maladaptation et de même aussi de co-bénéfices ? Oui, il faut parler des deux effectivement.
Alors, concernant la maladaptation, j'aimerais juste dire que le GIEC, dans son dernier rapport, s'inquiète, voire s'alarme, du fait que, certes, l'adaptation progresse un petit peu dans le monde, mais que ce qui progresse beaucoup, ce sont les maladaptations. Et le GIEC précise que les acteurs ne sont pas conscients, alors on pourrait dire heureusement, parce que si en plus ils savent qu'ils font mal, ils ne sont pas conscients de faire mal. Alors, faire mal, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Très grosso modo, une maladaptation, c'est tout simplement une réponse au risque qui augmente le risque. Alors, c'est très général et malheureusement, il y a plein de façons d'augmenter le risque. Et je vais donner effectivement quelques exemples. On peut déjà augmenter le risque climatique en lui-même. Si on prend l'exemple de la climatisation est une mesure d'adaptation. Simplement, elle augmente le risque parce que si elle est dans un pays où le mix électrique est carboné, elle émet des gaz à effet de serre, donc elle va augmenter l'aléa réchauffement dans le temps de façon indéniable. Elle va aussi augmenter l'intensité de l'aléa pour les personnes qui ne bénéficient pas de la clim. Et puis, voilà, donc déjà, ça fait puisqu'elle réchauffe l'air extérieur. Une autre façon d'être d'une maladaptation, c'est d'avoir un impact sur les écosystèmes et sur la biodiversité, puisque toute mesure qui impacte les écosystèmes va réduire nos capacités d'adaptation, puisque nous avons besoin des écosystèmes pour nous adapter. Autre grande catégorie, une mesure qui n'est pas juste et équitable. C'est aussi considéré comme une maladaptation, puisqu'en fait, une mesure qui va déplacer le risque sur un autre groupe de personnes ça ne va pas. Alors, je vais donner un exemple. Alors, déjà, sur la justice et l'équité, il faut comprendre qu'il y a des inégalités de base, puisque ceux qui ont le moins contribué au changement climatique sont les plus exposés et les plus vulnérables. Donc, si on a une mesure d'adaptation qui vient aggraver ça, ça peut bloquer la transition. Autre cas de maladaptation, une mesure qui serait préjudiciable à la santé et au bien-être, donc puisque c'est l'objectif de la lutte contre le changement climatique, et enfin qui viendrait, si je puis dire, taper dans les autres limites planétaires. Donc on voit qu'on a vraiment tout un éventail d'écueils possibles. Alors, tu parlais de la digue. Effectivement, la digue, elle coche quasiment toutes les cases. Et elle est le GIEC en parle souvent, le Haut Conseil pour le climat déclare que c'est l'archétype de la maladaptation. Donc elle augmente l'intensité de l'aléa le jour s'il y a une rupture de digue. Elle augmente l'exposition parce que les gens, il y a un faux sentiment de sécurité qui fait qu'il y a plus d'enjeux, de maisons qui vont venir se construire derrière. Elle augmente la vulnérabilité parce qu'on oublie le danger. Elle modifie les courants marins, donc elle a un impact sur la biodiversité. Elle n'est pas forcément juste et équitable parce qu'elle accentue l'érosion des côtes voisines, là où il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire une digue aussi. Bon, enfin bref. On voit qu'avec la digue, on a pas mal de sujets. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais construire de digue. En termes d'adaptation, c'est vraiment de la dentelle et il n'y a pas de solution miracle et inversement, il n'y a pas de solution qu'on doit écarter dans tous les cas de figure. Et ça, plus on va attendre pour s'adapter, plus on va être obligé de faire des compromis. Et typiquement, la digue, il y a des enjeux qui seront tellement importants qu'on n'aura pas le temps de les délocaliser et qu'on sera obligé de faire une digue. Je termine sur les co-bénéfices parce que heureusement, il y a des adaptations qui ont beaucoup de co-bénéfices et c'est évidemment ce qu'on va rechercher. Alors, les grandes familles de co-bénéfices, ça va être bien sûr une adaptation qui va réduire l'aléa, donc réduire le risque climatique en lui-même, enfin en tout cas une des composantes. Et évidemment, tout ce qui est solution fondée sur la nature est une bonne adaptation, même si on ne peut pas dire dans l'absolu qu'il y a de bonnes adaptations. Végétaliser les villes, c'est bien. Végétaliser les villes, à condition de ne pas faire des mono-espèces très gourmandes en eau et allergènes, c'est aussi une bonne adaptation. Et ça procure, c'est bon pour la santé, ça capte des polluants et ça procure du bien-être.
Donc on voit qu'il faut vraiment essayer de passer au crible à chaque fois qu'on a une idée d'adaptation, de se dire tiens, est-ce que ça remplit ces critères ou au contraire, est-ce que ça vient choquer un certain nombre de critères, tout en sachant qu'on va être obligé, on est déjà obligé de faire des compromis et que si plus le temps passe, plus ces compromis seront importants. Très bien. Alors, on va rester un petit peu sur le littoral encore. Monsieur Delquerou, donc quels sont les enjeux des territoires littoraux? Parce que quand même, on a une région Pays de la Loire qui est très marquée et caractérisée par nos littoraux, mais aussi par la grosse zone industrielle-portuaire de Saint-Nazaire. Donc, que peut faire notre territoire en matière de résilience? Alors je me garderai bien de dire ce que doivent faire les territoires littoraux. Par contre, effectivement, on peut comme ça cerner un certain nombre de défis, de spécificités particulières des territoires littoraux, avec quand même une précaution qui est, on l'a vu, les territoires littoraux sont très disparates, très différents, selon le niveau d'urbanisation, selon la hauteur aussi, par rapport au niveau de la mer, selon l'arrière-pays, qui est plus ou moins l'urbanisation. Enfin voilà, il y a beaucoup comme ça de facteurs. Cependant, on a quand même dans nos travaux identifié quatre grands défis un peu spécifiques. Le premier, ça a été évoqué, c'est la pression sur le foncier. C'est-à-dire ce qui caractérise par définition les territoires littoraux, c'est d'un côté, ils sont coincés par le front de mer, qui en plus est protégé par la loi, qui, on l'a vu, est agressé aujourd'hui, enfin, qui souffre des règlements climatiques, de l'érosion, de la submersion, etc. Et puis de l'autre côté, du fait de la densité, de la pression démographique, de l'activité touristique, de l'attractivité résidentielle, il y a tous les territoires agricoles, naturels, forestiers qui sont artificialisés. Donc il y a une pression foncière, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'espaces naturels de grande qualité, hein, notamment des zones humides, qui sont totalement déterminantes, essentielles en termes de biodiversité, en termes de stockage carbone, etc. Donc ce défi-là, il est majeur, il est assez spécifique des territoires littoraux et il va se traduire par des enjeux justement de lutter contre l'étalement urbain, d'être capable de bien protéger les espaces naturels ou encore par rapport au foncier. Il y a un gros sujet sur le logement, hein, je vais pas insister, mais comment on loge les actifs liés à l'activité touristique, mais d'une manière générale, les actifs, on voit bien sur les littoraux, les effets de report dans l'arrière-pays, la pression foncière, l'artificialisation des bourgs dans l'arrière-pays que ça peut générer. Il y a une deuxième famille d'enjeux ou de défis qui est liée justement à l'économie. L'économie bleue, l'économie de ces zones-là, elle est quand même assez liée, voire très liée, aux écosystèmes, aux ressources naturelles, que ce soit évidemment la pêche et toute la ressource halieutique, enfin la ressource marine, là aussi, acidification des océans, réchauffement, surpêche, etc. Donc il y a un sujet, hein, un sujet de faire évoluer les pratiques de pêche. J'ai évoqué le tourisme avec cette pression, ce tourisme de masse qui caractérise quand même souvent le tourisme balnéaire. Donc est-ce qu'on est capable de faire évoluer ce tourisme balnéaire pour qu'il soit plus soutenable, plus durable? Et puis il y a un autre enjeu qu'on ne peut pas ignorer, c'est toutes les énergies marines dont au niveau national on a totalement besoin. Et là aussi, est-ce qu'on est capable de mettre en place toutes ces éoliennes en mer ou ces énergies marines en le faisant avec et au profit des territoires, donc avec des enjeux aussi peut-être de création d'emplois, de création d'activités économiques. Donc ça, c'est un deuxième défi important. Je vais aller plus vite peut-être pour les deux autres. Le troisième, on l'a évoqué, c'est de faire face à la tempête, hein, c'est comme ça qu'on l'a évoqué. Donc la submersion, vous avez évoqué, je crois, plus d'1 mètre. Les scénarios, c'est plus d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer, donc c'est juste terrifiant. Donc comment on est capable d'articuler l'urgence, la gestion de crise, qu'il va falloir de toute façon prévoir,
parce que ça va arriver, avec une vision de plus long terme d'investissement. Est-ce qu'on est capable dès maintenant de relocaliser les investissements sur des zones qui sont moins exposées, de le faire tout de suite, et de le planifier dans le temps, en fonction justement des niveaux de vulnérabilité, de risque? Ça, c'est un enjeu. Est-ce qu'on est capable de... Juliette a parlé des digues, de revoir un peu les systèmes de protection, parce que, comme tu l'as dit, parfois on va être obligé de garder des systèmes de protection, voire même de les renforcer, à condition qu'à côté de ça, il y ait d'autres projets et qu'on s'intéresse notamment on a évoqué la relocalisation. Et puis la gestion de crise, c'est quand même quelque chose de majeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt aux crises qui vont de toute façon arriver? La réponse est dans la question. Et est-ce qu'on est capable de... un sujet comme la relocalisation, c'est un sujet qui est juste souvent inacceptable, socialement, économiquement. Mais est-ce qu'on est quand même capable de préparer ces plans de relocalisation, ces plans de réinvestissement, qui, le jour où la crise va arriver, parce malheureusement, il est probable qu'elle arrive, eh bien, à ce moment-là, on trouvera des moyens qu'on ne trouve pas aujourd'hui, et socialement, ce sera beaucoup plus acceptable d'accepter de quitter sa résidence pour reconstruire ailleurs, parce qu'on sait bien que si on n'a pas ces plans, on va gérer dans l'urgence et on reconstruira de la même façon. Le dernier point, c'est sur les ports. Je crois que la question, c'était aussi sur les zones portuaires. Ce qui caractérise les zones portuaires, celles de la région comme les autres, c'est des ouvertures sur le monde, c'est l'ouverture sur la mondialisation, c'est des zones où il y a une concentration d'industries très forte, d'industries très carbonées, des industries vitales, hein, c'est de la pétrochimie, c'est de la sidérurgie, donc ce n'est pas des industries qu'on va laisser comme ça disparaître sans rien faire. Donc là, les enjeux sur ces sites-là, ça va être la décarbonation de ces industries. Est-ce qu'on peut l'accompagner l'évolution des emplois? Le Shift a montré, vous le savez, qu'un certain nombre de ces industries hyper carbonées il va y avoir énormément d'emplois qui vont disparaître. Est-ce qu'on est capable d'anticiper pour accompagner les reconversions? Et puis, il y a une dimension physique aussi sur ces sites, ces ports. Ils ont besoin aussi d'être adaptés à l'élévation du niveau des mers, aux tempêtes qui vont arriver. Donc il y a aussi une dimension adaptation physique au dérèglement climatique. Voilà quelques-unes des spécificités que l'on a mis en avant dans nos travaux. Et évidemment, les territoires littoraux ont aussi des caractéristiques communes avec les territoires urbains et les territoires ruraux de la métropole, enfin du pays. Mais là, je renvoie à nos travaux, bien sûr. Oui, il nous faut un plan. Voilà. Il nous faut un plan et la liste, elle est longue. Et la difficulté, c'est aussi de savoir comment on s'y retrouve et comment on priorise tout ça. Juliette Nouel, à l'échelle de la région Pays de la Loire, comment est-ce qu'on peut faire pour prioriser les actions d'adaptation à mener? Par où on commence? Alors, je répondrai un peu comme Laurent tout à l'heure. Je me garderai bien de répondre à cette question, car je ne suis pas partie prenante. Je n'habite hélas pas dans cette merveilleuse région. Et en termes d'adaptation, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de prendre l'avis de toutes les parties prenantes et que ce soit une concertation et une décision collective. Donc c'est vraiment aux habitants et à tous les acteurs, alors ça peut être juste les habitants, mais aussi les élus, mais aussi les gens qui ont des activités économiques, les touristes. Tout le monde doit se concerter pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Et une fois qu'on a vu qu'est-ce qui était prioritaire, comment s'emparer du sujet et quelles mesures prendre en premier, en connaissance de causes et de conséquences. Mais je profite d'avoir le micro pour ajouter quelque chose que j'ai complètement oublié tout à l'heure, et parce qu'il y a tellement de cas de maladaptation que j'en ai oublié un très important, et qui est de faire que des petits ajustements à la marge, sans avoir une trajectoire de transformation.
Alors, pour quitter le domaine des Pays de la Loire, un ajustement à la marge dans une station de montagne, ça va être de tout le temps mettre des canons à neige. Hein. S'il y a une inondation, ça va être juste de mettre des sacs de sable au bord d'une rivière. Et c'est l'ajustement qu'on répète tout le temps, hein, en épuisant, qui ne règle pas le problème et qui peut même coûter très cher parfois. Et donc ça, ce degré de transformation de la mesure, c'est très important. Et ça rejoint ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est qu'il faut aller vraiment vers une transformation. Et même si on ne peut pas la faire comme ça en un claquement de doigts, parce que c'est hyper long, notamment la relocalisation des enjeux sur le littoral, eh bien, il faut penser trajectoire. Voilà. Justement, pour compléter, peut-être Laurent Delquerou, comment on passe à l'action quand on veut augmenter la résilience de son territoire? Alors, je ne vais pas répéter le fait que les réponses ne peuvent être que locales, puisque le problème est local. Mais par contre, là, il y a une chose que l'on peut faire et que l'on met en avant, c'est de faire le travail de Virginie, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans la compréhension, dans la connaissance du problème. Comment résoudre un problème qu'on ne maîtrise pas. Et quand je dis connaître le problème, c'est non seulement ce qui a été présenté, les aléas climatiques, mais c'est aussi tout l'impact, hein, l'impact économique, social, politique que ces aléas climatiques, que cette raréfaction des ressources en général, cette sortie des énergies fossiles en particulier, va générer sur les territoires de la région. Et donc, voilà, tout ce qu'on va pouvoir faire pour encourager, alors à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle des territoires, d'investir dans cette compréhension, dans ce diagnostic, et pas simplement un diagnostic un peu sous-traité, mais un diagnostic qui soit partagé avec la population. Vous avez compris que nous, si on s'intéresse à la résilience des territoires, c'est parce que ça ramène vraiment à des choses très pratiques, très concrètes, à des enjeux très locaux qui relèvent du bien-être, de la sécurité des gens. Et c'est comme ça qu'on l'adresse aux élus d'ailleurs. Et c'est pour ça que les élus, qui sont évidemment très sensibles au bien-être et à la sécurité de leurs habitants, vont s'en emparer. Et voilà. Donc, première chose, et d'ailleurs je vais tout de suite en profiter, puisque je vois que depuis le début, on a affiché un outil que je m'en voudrais de pas présenter, et notamment parce que c'est un outil élaboré, c'est un outil Shift Shifter, donc certains d'entre vous le savent sûrement, mais c'est un outil qu'on vient de sortir il y a un mois à peu près, qui s'appelle territoireaufutur.org, et qui permet donc, ça a l'air d'être une simple diapo, mais en fait vous êtes sur le net là, et vous pouvez rentrer votre commune. Je ne sais pas si Céline, tu peux faire une petite démonstration. Et on va mettre Pouliguen. Et vous allez voir qu'on va avoir toute une batterie d'indicateurs sur les 4 secteurs qui sont mentionnés, c'est-à-dire agriculture, alimentation, économie, emploi, logement et mobilité. Non pas pour se substituer à un diagnostic territorial, mais bien pour... voilà. Donc on va commencer par, on ne va pas le passer en revue en détail, mais on va commencer par les deux sujets, gaz à effet de serre et artificialisation des sols qui concernent directement tous les territoires de France. Vous savez sûrement qu'à l'horizon 2030, ils demandaient de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre là, par rapport aux années 90, et de diviser également le rythme d'artificialisation des sols par 2. Donc là, vous avez des chiffres qui permettent de donner les ordres de grandeur. Et ensuite, rapidement, on arrive sur des indicateurs. Tout ça, c'est des indicateurs... alors, on voit bien que parfois le niveau communal, tout est disponible au niveau communal, intercommunal, département, région, mais on voit bien que parfois il est beaucoup plus pertinent de travailler à l'échelle intercommunale. Parce que là, par exemple, je découvre que dans votre commune, il y a très peu d'activités agricoles. Donc, bon, je pense que ce serait un peu fastidieux de le passer en revue, mais vous allez trouver dans cette base de données des informations sur la résilience alimentaire du territoire, des informations sur la part d'emploi que nous considérons à risque
en reprenant la terminologie là, du plan de transformation de l'économie française, c'est-à-dire la part des emplois et le nombre d'emplois qui, dans une stratégie de décarbonation, vont complètement être bouleversés à l'horizon 2050. Vous allez trouver des informations sur la précarité énergétique du logement, les passoires thermiques. Vous allez trouver des informations également sur la mobilité, que ce soit les pratiques de mobilité en dépendance de voitures individuelles ou mobilité douce. Et enfin, vous trouverez le renvoi sur pas mal de portails, notamment les portails changement climatique comme Climadiac de Météo France, ou d'autres portails comme Grater, mais je sens qu'on est pressé par le temps. On va laisser à Norbert Samama la parole. D'abord, peut-être une réaction par rapport à cet outil, ce qu'on a dit jusqu'ici, et surtout aussi si vous pouviez nous expliquer quelles actions aujourd'hui vous mettez en place sur votre territoire. Et j'ajouterai une autre question qui est plus globalement, parce que vous faites aussi partie de l'Association des maires de France, plus globalement, est-ce que les maires sont dans une démarche d'anticipation face au réchauffement climatique et est-ce qu'ils s'emparent aussi des leviers d'adaptation et de résilience ? Alors, pour rebondir très rapidement déjà sur ce que vous venez de montrer, je pense que l'échelle intercommunale serait plus pertinente, puisque ce sont des territoires littoraux qui se sont beaucoup bâtis en réalité entre eux, et que j'ai un territoire qui était extrêmement, comme vous pouvez le noter, j'ai un effort de non-artificialisation des sols qui est quand même extrêmement bon, mais qui en réalité est lié au fait que j'ai tout simplement un territoire qui est quasi totalement urbanisé. Donc voilà, donc il faut être honnête avec certains chiffres. Donc effectivement, vous avez raison, l'échelle intercommunale. Juste pour rebondir sur les propos que vous avez tenus, mais il y aurait matière à dire, il y aurait beaucoup matière à dire. Que ce soit des digues, que ce soit peut-être parfois de direction, de prise de position politique, ou en tout cas de politique tout simplement qui ont été conduites et qui s'avèrent être en réalité des maladaptations. Mais il y aurait beaucoup à dire parce qu'elles sont aussi le fruit de réactions qui se sont produites à une certaine époque avec une déconnexion aussi avec le changement climatique. La tempête Xynthia, il y a une réaction par rapport à la tempête Xynthia et non pas par rapport au changement climatique. Et donc un fonds Barnier qui a été créé à ce titre et non pas en connexion avec le changement climatique. Alors si je devais rebondir, moi je rebondirais déjà sur vos propos parce que vous avez parlé de pression sur le foncier, de l'économie bleue, de la gestion du risque, ce que j'appelle moi la gestion du risque, et les zones portuaires. Alors pour tout vous dire, je vais y répondre, je vais répondre aussi à votre question indirectement ou directement. Aujourd'hui, en réalité, notre grande difficulté, nous en tant qu'élus, et notamment en tant que maire, c'est qu'on est au carrefour de tout ce qui est en train de se passer d'une certaine manière. Alors, il y a un terme qui serait peut-être moins adapté, mais que vous comprendrez mieux et qui est peut-être plus juste. Quand on carrefour, ça reste encore un terme acceptable, mais j'oserais dire qu'on est plutôt la tranche du jambon. Enfin, la tranche du sandwich plutôt, ou le jambon dans le sandwich. Pourquoi ? Parce qu'on est pris entre un changement climatique qui est important, une prise de conscience qui est nécessaire, une nécessité d'agir sur le terrain parce que nous sommes sur le terrain, et puis là derrière la volonté, la nécessité d'être aidé par nos scientifiques pour participer, et par les shifters en l'occurrence, pour participer à cette prise de conscience de la population. Mais en réalité, elle n'est pas là. Je vais le dire assez froidement, elle n'est pas là. Et moi, quand je vais vous dire en tant que maire, quand je suis avec tous mes interlocuteurs, cette prise de conscience, elle n'est pas là. Et nous sommes en réalité, et c'est en cela que nous sommes entre le marteau et l'enclume, c'est que nous sommes face en permanence à des injonctions contradictoires. Vous me parlez de pression sur le foncier. Aujourd'hui, j'ai des électeurs, j'ai des gens qui viennent me voir lors des votes et qui me déchirent leur carte d'électeur et qui me l'envoient à la figure en me disant « Vous n'avez rien fait pour que je conserve un logement sur le territoire ». J'ai de l'autre côté des saisonniers que je suis incapable de loger, des gens qui dorment dans les voitures parce qu'ils viennent travailler sur notre territoire et ils n'ont plus de logement. C'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, nous la vivons au quotidien en tant que maire. Et aujourd'hui, notre situation devient de plus en plus compliquée parce que la réalité du terrain, elle nous arrive face à nous avec violence. Et de manière
d'ailleurs de plus en plus insupportable pour un certain nombre de mes coreligionnaires qui finissent par craquer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, derrière la pression sur le foncier, il faut absolument s'engager dans le zéro artificialisation nette. J'en suis le premier acteur au titre de la stratégie foncière de notre territoire. Mais si on me parle de recomposition spatiale, parce que quand on doit faire face à l'érosion du trait de côte, si on veut avoir une action d'avenir, c'est de repenser le territoire en tant que tel, et c'est d'aller vers des actions qui sont de portée beaucoup plus lointaine, beaucoup plus profonde. Ça veut dire une recomposition spatiale. Mais faire une recomposition spatiale sans avoir la capacité de recomposer ailleurs, parce qu'il s'agit d'abandonner un territoire, l'adaptation c'est aussi savoir abandonner, savoir se dire que la nature doit prendre le dessus et accepter que la nature prennent le dessus sur l'érosion du trait de côte. Arrêtons de bétonner effectivement par des structures en défense qui ne font en réalité que ralentir le phénomène et qui n'apportent rien, y compris du point de vue des écosystèmes, et qui ne sont que des éléments de maladaptation. Mais derrière, quand vous êtes en zéro artificialisation nette, pour un territoire comme l'intercommunalité de Cap-Atlantique, c'est être en capacité de consommer, en réalité, quand on a consommé 345 hectares en 10 ans, sur les 10 prochaines années, c'est de savoir se dire que désormais, nous nous limiterons à 175 hectares. Tout cela en répondant à des besoins de logement, à des besoins économiques, à des besoins d'équipement. Et notre grande difficulté, c'est que toutes ces injonctions qui nous viennent de partout, eh bien, on est censé y faire face. Et je pense que cruellement, derrière, c'est que nous, sur le terrain, même si les maires de France ont une volonté accrue et même s'il y a beaucoup de choses encore à changer, eh bien, en réalité, nous sommes face à un processus qui nous demande énormément d'efforts et pour lesquels nous manquons de moyens en termes d'ingénierie, nous manquons de moyens en termes financiers. Aujourd'hui, vous avez un chapitre de la loi climat et résilience sur le trait de côte. Il n'y a aucun moyen financier qui viennent appuyer cette démarche de l'État. C'est pour la raison pour laquelle l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, ou l'Association des maires de France, dont je fais partie, les deux, eh bien, aujourd'hui, nous nous battons avec l'État et nous attaquons en contentieux la loi climat et résilience sur ce point pour qu'on nous donne les moyens d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Si vous nous demandez comment on s'adapte, comment on y va, mais écoutez, j'ai la chance parce qu'en termes de maladaptation, c'est mon prédécesseur qui a fait les digues, donc je vais lui mettre ça sur le dos. Et puis, quant aux îlots de fraîcheur, pour le coup, je vais le prendre à mon compte. Effectivement, nous avons créé au Pouliguen, en l'espace de 3 ans, des micro-forêts. Nous en avons créé 2. Nous sommes un petit territoire. Nous nous sommes engagés dans la thalassothermie avec l'idée que nous allions profiter de l'énergie des vagues pour faire un réseau de chaleur sur notre ville et donc diminuer la consommation d'énergie fossile. Nous nous sommes engagés dans plusieurs pans du changement du climat lié au changement climatique. Nous sommes engagés très fortement dans une stratégie de gestion du trait de côte avec l'idée, avec la Carène, de justement anticiper cette recomposition aussi des zones portuaires, parce que vous l'avez dit, ce sont des zones économiques majeures. Donc comment on recompose tout ça? Où va-t-on placer ces activités économiques? Bon, bien entendu, on peut penser directement à Saint-Nazaire avec les chantiers navals, mais il n'y a pas que ça. C'est tout un ensemble qu'il faut recomposer. Et quand vous me parlez de tourisme, la difficulté, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que il nous faut une transformation du système. Et quand je vous dis ça, parce que pour moi, le processus de résilience, il induit un changement de regard. Et la transformation du système, je ne parle pas que de la transformation du système en haut, je pense qu'en bas, il nous faut une transformation du système. Et quand je dis ça, c'est tout simplement pour que nos actions puissent avoir plus d'efficacité et une plus grande portée. Et puis derrière, alors quand je vous dis réformer le système, et c'est pour ça qu'il faut aller non seulement dans l'action, mais pas que. Je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, et c'est un peu la vision que j'ai pu développer en arrivant depuis 3 ans, je suis un tout jeune maire, je pense que déjà il faut avoir une approche systémique. Fondamentalement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la politique est un tout. Et chaque pan que vous bougez dans une politique publique vient en impacter un autre. Et donc il faut avoir une conscience de l'ensemble
des politiques que nous menons, de l'ensemble des domaines dans lesquels nous intervenons, pour se dire que nous allons avoir, et nous sommes en capacité de mettre en place des stratégies cohérentes qui vont nous permettre non seulement de faire face au changement climatique, mais aussi de répondre à la question du logement. Et donc, je vous dis ça à titre d'exemple, et donc aujourd'hui, c'est tout cela qu'il faut changer chez nous, en tant que politiques, en tant qu'élus, mais c'est fondamentalement aussi derrière, avec une prise de conscience générale, qu'il nous faut changer un certain nombre de mécanismes de pouvoir, de mécanismes de fonctionnement dans notre société. Et après, vous faisiez appel à la décision collective, à l'intelligence. Alors moi, je dirais qu'aujourd'hui, et c'est en cela qu'il faut qu'on aille très très loin, c'est qu'on soit en capacité de bousculer nos systèmes pour aller vers l'intelligence collective. Parce que vous parliez de décision collective, mais je vais vous dire, moi, quelle est la décision collective si je devais avancer sur la stratégie de gestion intégrée du trait de côte sur mon territoire. Eh bien aujourd'hui, quand j'ai parlé de la loi climat et résilience pour la première fois, puisqu'on m'a questionné lors d'une association de protection de l'environnement et qui travaille sur tout un quartier, qui est le quartier, pour ceux qui connaissent, de Pin-Château, qui est toute la côte, eh bien, vous savez ce qu'on m'a dit le lendemain matin, quand j'ai parlé, je n'ai fait que parler de la loi climat et résilience et du chapitre du trait de côte. Eh bien, le lendemain matin, j'ai eu des avocats au téléphone. Parce qu'ils m'ont dit que par le discours que j'avais tenu, j'avais cassé des ventes et qu'ils allaient à ce titre m'attaquer pour le préjudice que j'avais initié. Je n'ai fait que parler du changement climatique, je n'ai fait parler que de la loi climat-résilience. J'ai juste dit à cet avocat, étant de formation juriste, que nul n'est censé ignorer la loi et que, à mon grand dam, en tant qu'avocat, il ne connaissait pas la loi climat-résilience et qu'il y avait peut-être des cours de rattrapage à prendre. Et je connaissais quelques profs à la Sorbonne qui feraient leur travail très très bien. Merci beaucoup. On va bientôt, alors je vais poser la dernière question à Virginie Resson-Victor et ensuite on vous laissera la parole, donc préparez vos questions, on vous passera des micros. Donc vous parliez de changement systémique, Monsieur Samama, mais aussi de manque de moyens. Virginie Resson-Victor, si on vous donnait demain les moyens financiers et humains de mettre en place des actions concrètes en région Pays de la Loire, qu'est-ce que vous feriez ? Moi aussi, je vais me garder de répondre à la question. C'est le mot de passe. Non, mais indirectement quand même. Je voulais juste ressouligner des choses qui ont été dites parce que pour moi, elles sont très importantes et quasiment conclusives par rapport à notre propos. Il y a une chose qu'on n'a pas, un mot qu'on n'a quasiment pas prononcé, mais qui est l'arbitrage et l'intérêt général. Et je pense que ce que vous venez d'exposer le souligne clairement, mais on va avoir ces questions sur l'eau. On l'a déjà eu d'ailleurs dans la région, des questions sur l'eau. C'est quels critères on va utiliser, puisqu'on entre dans une période de rareté, de transformation, où il y a deux choses qui me semblent absolument indispensables de faire, entre guillemets, réentrer. Ça n'aurait jamais dû sortir, mais vraiment insister là-dessus dans la décision, qu'elle soit économique ou politique d'ailleurs, c'est l'intérêt général. Et le deuxième point m'échappe à l'instant, la science, tout simplement. Le fait scientifique, la donnée. Parce que ça facilite la décision en réalité. Parce que ça permet de légitimer une décision. À partir du moment où on s'appuie sur la donnée scientifique et le collectif. Pour moi, il y a vraiment trois choses qui sont fondamentales, et c'est peut-être ça, c'est peut-être pas tant ça, enfin c'est aussi une question de moyens, vous venez de le dire, mais organiser la concertation, former, parce qu'à partir du moment où on le voit dans toutes les initiatives du type convention qui ont pu être menées, la formation, pardon, à partir du moment où il y a une formation sérieuse, approfondie qui est offerte, eh bien, il y a plus l'enjeu, c'est relever le défi. Et ensuite, à partir du fait scientifique et l'intérêt général, et à partir de là, la concertation, l'intelligence collective permet plus facilement de faire des arbitrages. Mais il n'empêche que les critères d'arbitrage, et qui fait ces arbitrages, est-ce que c'est le préfet ? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que ça va être des questions politiques extrêmement sensibles et qui seront déterminantes pour éviter, par exemple, des cas de maladaptation, mais pas seulement. Donc voilà, moi j'insisterai sur ça, la formation, l'intelligence collective et replacer la science et l'intérêt général dans la décision. Merci beaucoup. On va passer à vos questions, en espérant que vous en ayez. Je vois une main levée tout en haut à gauche.
Milieu aussi, à droite, pour nous. Bonsoir. Je me posais la question en termes d'adaptation, comment est-ce qu'on prenait en compte les effets seuil dont on a du mal à déterminer le moment où ils vont survenir. Est-ce qu'on les prenait en compte ou est-ce qu'on... voilà. C'est-à-dire une réponse brutale d'un système qui va faire que, en fait, on a du mal à prévoir quel va être l'état stable vers lequel il va aller. C'est ce que j'espère. En tout cas, il y a des éléments dans le rapport du GIEC, notamment sur tout ce qui consiste en solutions fondées sur la nature. Et le GIEC dit qu'au-delà de 1,5 de réchauffement, ça va devenir difficile. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà parce que c'est un petit peu flippant. Mais voilà. Après, les seuils ne sont pas applicables uniformément à tous les écosystèmes. Et donc, c'est très difficile de répondre, quoi. De même qu'il n'y a pas que des seuils biophysiques, il y a aussi des seuils socio-économiques et politiques. Et si on met en place des mesures qui soulèvent, qui ne sont pas acceptées et qui viennent heurter l'acceptabilité sociale de ceux qui ont le moins contribué au changement climatique, on peut aussi avoir un effet boomerang qui sera tout aussi préjudiciable à la transition. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas de manuel, ça n'est jamais arrivé. Enfin, si, c'est déjà arrivé, mais enfin, bref. Oui, juste par rapport à l'imprévisibilité des seuils, je pense qu'il y a quand même une recommandation, à défaut de connaître les seuils, c'est de prendre les scénarios extrêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le scénario médian, il n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que si on doit s'adapter à quelque chose, c'est à 1,1 mètre d'élévation, même si on pense que ce sera entre 80 cm. Voilà. Et en matière de réchauffement, c'est évidemment pas la moyenne à 4 degrés, mais c'est des pics de chaleur, et c'est 50 degrés à Nantes. Là, vous avez sûrement suivi le travail de Paris, là, sur Paris 50 degrés, qui va être présenté demain d'ailleurs, je crois, par son co-auteur. Mais voilà, je crois qu'on est à un stade où on n'a pas d'autre choix que d'essayer de se préparer au pire, voilà, et de s'adapter à cela. Bonjour, et merci pour cette conférence. On parle beaucoup vous avez beaucoup parlé des actions publiques dans le cadre de la résilience des territoires. J'ai une question un petit peu vaste et peut-être un peu naïve aussi, avec un point de vue très entrepreneurial. En fait, quelles initiatives privées devrions-nous encourager au maximum pour accompagner la résilience des territoires? Autrement dit, selon vous, en fait, dans quel domaine devrions-nous entreprendre, investir et mettre notre énergie au maximum en tant que personne privée, physique ou morale, en fait? Vous avez 1 heure. Je vais me lancer. Hein, je vais le faire en exemple pratico-pratique. Pour ma part, je pense que la transition écologique, elle imprègne absolument tous les domaines, et tous les pans de la société et tous les acteurs. Et en cela, si vous voulez, quand je prends par exemple des acteurs économiques, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière économique, il faut changer son mode de pensée. Je vais vous donner un exemple. Nous cherchons à faire, nous avons une implantation d'entreprises. Eh bien, nous souhaitons absolument que les entreprises aujourd'hui s'implantent de telle manière qu'elles mutualisent leurs espaces collectifs. Qu'elle n'ait plus une salle de réunion par entreprise, mais qu'on fasse une salle de réunion pour les 5 entreprises. On sait très bien que la salle de réunion n'est pas forcément systématiquement occupée, mais il faut qu'on change notre regard. Il faut qu'on arrête de construire en s'étalant. Il faut aller vers d'autres formes d'urbanisme. Il faut envisager l'aménagement du territoire sans se départir d'une volonté de qualité et de bien-être, parce que c'est important, mais être capable de densifier et de le faire de manière
très différentes. Donc tout ça, ça veut dire que nos acteurs, que ce soit les acteurs de l'immobilier, que ce soit les acteurs économiques, doivent repenser leur activité au prisme de la transition écologique et du changement climatique. Il faut fondamentalement changer nos habitudes. Et j'espère que certains en prendront conscience, mais pour tout vous dire, j'ai eu l'expérience dernièrement avec une entreprise qui pourtant travaille dans les énergies renouvelables, qui a refusé le site qu'on lui a offert pour s'implanter sur notre territoire, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas être propriétaire de son bien et qu'elle devait partager des locaux avec d'autres entreprises. C'est pour vous dire que le blocage, il est là. Il est dans notre mentalité au quotidien, dans notre façon de regarder les choses au quotidien. Et ça, c'est justement à chacun d'entre nous d'aller bousculer son voisin pour lui faire prendre conscience de la nécessité que le changement climatique, la transition écologique se joue tout de suite, maintenant. Moi, je compléterais par un constat que j'ai pu faire en accompagnant un certain nombre d'entreprises dans la région. C'est une nécessité de faire déjà la cartographie des risques pour son entreprise. C'est-à-dire que la responsabilité du dirigeant de l'entreprise, c'est aussi adapter son entreprise. Alors ça peut être son activité, mais pas seulement. À la fois au titre de l'atténuation, de réduire sa contribution à l'effet de serre, mais aussi en termes d'adaptation pour ses salariés, pour l'économie du territoire, etc. Et tout ça, et le changement climatique vis-à-vis des entreprises, ça engage un certain nombre de risques, ce qu'on appelle les risques physiques, les risques de transition, risques d'adaptation plutôt, et les risques réputationnels. Moi, je suis frappée de voir que la plupart des entreprises, en réalité, n'ont pas la mesure des risques que fait le changement climatique fait peser sur leur entreprise. Et ça a un coût potentiel absolument énorme, un coût social, un coût économique. Et j'en veux pour preuve le nombre d'entreprises qui font le bilan carbone. Il y a un chiffre, il n'y a pas très longtemps, je suis très mauvaise dans la mémoire des chiffres, c'est pour ça que j'ai toujours besoin de mes notes, mais, et Juliette, je suis sûre, connaît ce chiffre par cœur. Il me semble oui, non, il est pas compliqué celui-là. Il n'y a pas très longtemps, je sais pas, c'est une étude, un rapport qui révélait en tout cas que seulement 37% des entreprises qui étaient assujetties au bilan carbone obligatoire l'avaient réalisé. C'est ça Alors effectivement, c'est un article qui est paru dans Le Monde par un shifter. Ah oui. Rappelle-moi son nom. Bon, enfin, j'ai pas le chiffre, mais je vois tout à fait ce à quoi tu fais référence. Ouais. Et en tout cas, ça montre bien, pour moi, ça illustre bien le fait qu'on en est, en dépit de la présence du changement climatique, des risques qui sont exposés par le GIEC, mais dans les médias, etc., par Juliette brillamment sur LinkedIn, j'insiste beaucoup là-dessus. Eh bien, en dépit de ça, on voit que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont encore du mal à s'approprier ce que ça engage pour elles, non seulement en termes c'est pas seulement décarboné, c'est même en termes de responsabilité globale et de risque pour leur propre entreprise. Oui, alors je veux bien rebondir. Effectivement, on voit que maintenant, tout le monde quasiment se met à faire des bilans carbone, mais le pendant de ça, c'est de faire une étude de vulnérabilité pour voir où sont voilà, à quel aléa on est exposé et en quoi on est vulnérable, et de bien faire comprendre aux entreprises que elles ont tout intérêt à faire ça économiquement, puisque se préparer à ça, c'est réduire le risque, et sinon elles vont subir et elles vont payer très très cher. Donc c'est aussi un atout dans leur survie, dans leur pérennité. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je vais revenir à cette fameuse traque que le gouvernement a commencé à dévoiler, donc trajectoire de réchauffement, de référence pour l'adaptation au changement climatique. Il y a un document qui est sorti il y a environ un mois qui commence un petit peu à détailler ce qui va se passer pour les entreprises. Et je vous invite à aller voir, il y a tout un paragraphe sur le changement des référentiels et des normes. Et donc le gouvernement explique que pour tous les process de production, et pas simplement de production, mais pour tous les process liés aux entreprises qui sont liés qui sont soumis au climat, aujourd'hui il va falloir tout changer, c'est-à-dire qu'il va falloir se dire
ça fonctionne à telle température, eh ben, il va falloir regarder si la température monte de plusieurs degrés, l'intensité des vents, l'intensité des pluies. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Alors, et le gouvernement parle aussi il va falloir adapter les plans de continuité d'activité à la nouvelle trajectoire de référence. Donc ça va faire beaucoup de boulot et je pense que les entreprises n'ont pas idée de ce qui va leur arriver en termes de ces changements de référentiels et de normes. Alors, on ne sait pas ce qui va être dans le PNAC 3, hein, le plan national d'adaptation au changement climatique, dont on devrait avoir une idée prochainement, et en tout cas d'ici la fin de l'année. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être important et qui, j'espère, va introduire une régulation là-dedans qui va aider à la prise de conscience. Peut-être pour contrebalancer un tout petit peu, je ne sais pas si vous connaissez la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Voilà, ce sont des initiatives aussi intéressantes, très concrètes au niveau national, qui visent à transformer les entreprises pour en faire des entreprises régénératives. Et donc c'est aussi un levier, en tout cas, qui a le mérite d'exister, même si, comme tous, ils sont imparfaits. Oui, bonjour. On a parlé d'intelligence collective, de démocratie participative. Et par exemple, au regard des indicateurs qu'on nous montre dans Territoire du futur, je voulais savoir quel pourrait être l'apport d'une convention citoyenne au niveau des territoires. Moi, je veux bien répondre là-dessus parce que c'est ce qu'on préconise. Hein. D'abord, il y en a déjà. Il faut savoir qu'il y a des conventions citoyennes à l'échelle de plusieurs métropoles. Grenoble en a fait une convention citoyenne. Je pense qu'il me semble qu'il y en a eu une à Nantes, mais c'était peut-être avant que j'y arrive. Mais oui, il y a eu une convention citoyenne à Nantes. Ouais. Hein, oui, elle ne s'appelait pas comme ça exactement. Oui, exactement. Oui, et il y a de plus en plus, on le voit de plus en plus de collectivités territoriales mettent en place des conventions citoyennes. Donc, ça existe. Pour moi, la complexité et la limite finalement des conventions citoyennes, éventuellement, c'est de ne pas inclure toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que, et ça a été un des problèmes de la Convention citoyenne climatique, c'est-à-dire que les entreprises s'en sont sorties éventuellement exclues et ont eu du mal à s'approprier, et on l'a vu, vous l'avez exprimé d'une certaine manière, a du mal à s'approprier certains aspects de la loi climat et résilience qui est dérivée des travaux de la Convention citoyenne. Et donc, ces conventions, moi je trouve qu'elles elles doivent être pensées avec l'ensemble des acteurs et pas forcément que les entreprises, on l'a fait, hein, donc, mais que les citoyens. Il y a encore quelque chose, je trouve, à imaginer à l'échelle, et c'est d'autant plus facile à l'échelle des territoires, parce qu'à l'échelle nationale, ce serait très compliqué, mais à l'échelle des territoires, c'est précisément réfléchir et Juliette le disait tout à l'heure, avec les parties prenantes. Et les citoyens sont parties prenantes, mais en réalité, il y a aussi les acteurs économiques, il y a des tas d'acteurs à l'échelle d'un territoire, et je pense que ça serait absolument... Ça permet d'écrire le récit du territoire, ça permet d'écrire un projet, et à partir du moment où on convertit cette contrainte en projet, ça facilite évidemment l'acceptation par tous des contraintes, évidemment, ou des changements, ou des redirections que ça va engager. Donc bien sûr que c'est... Et à mon sens, c'est aussi un outil d'aide aux élus, parce que précisément, ça peut, compte tenu de la temporalité de vos mandats, c'est très compliqué, moi je trouve, d'engager certaines politiques dans la mesure où les résultats ils sont à moyen voire à long terme, là où vous devriez démontrer que c'est efficace sur le court terme. Donc en ce sens-là, les conventions, ça peut être un outil d'accompagnement de la transformation, d'accompagnement des élus extrêmement important. Si je puis me permettre, il y a des formes de micro-conventions qui seront faites hein, avec des thématiques très ciblées. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas se contenter aujourd'hui d'un scénario médian. Alors pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que tout simplement, on a lancé une forme avec la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte hein, sur la Carène et Cap-Atlantique, c'est-à-dire le territoire de l'agglomération nazérienne et de la presqu'île guérandaise. On a lancé une relativement vaste concertation. On a des COPAR, ce qu'on appelle des comités participatifs. On a des sites écoles avec des groupes de citoyens qui viennent s'imprégner de la problématique de l'érosion du trait de côte.
Mais on voit bien qu'à un moment, et y compris des groupes miroirs, ce qui est assez intéressant, mais on voit bien qu'à un moment, il faut bousculer les choses. Et quand on a des acteurs économiques qu'on essaye d'associer à la démarche, les freins, malgré tout, ils sont là. Alors, je vous le dis parce que moi, voilà un territoire sur lequel nous sommes fortement impactés par la future, enfin par l'érosion, qui est déjà, j'allais dire, la future érosion. Non, elle est là. Mais j'ai des agences immobilières aujourd'hui qui ne veulent pas entendre ce discours-là. J'ai des maisons qui se vendent à 9 millions sur la côte, effectivement, avec des annonces les pieds dans l'eau. Acheter les pieds dans l'eau. On ne peut pas trouver meilleure définition. Mais cela dit, c'est à 9 millions. Imaginez, nous, en termes de moyens de recomposition spatiale, ce que cela suppose demain, si je dois préempter ou si je dois aller vers une politique de déplacement et de repli stratégique telle que c'est envisagé dans la loi climat et résilience. Et quand on parle de convention citoyenne, oui, c'est d'emporter la population, mais la grande difficulté, et vous l'avez soulevé, c'est de s'imprégner de l'intérêt général, de l'intérêt public, et de se dire qu'on va travailler non seulement pour nous, mais pas qu'on va travailler pour des générations futures. Jusqu'à quelle génération allons-nous travailler? Moi, je suis, au titre de la stratégie locale de notre territoire, pour aller vers un scénario sécuritaire. Mais je ne suis pas sûr d'obtenir gain de cause, tellement la vision du scénario sécuritaire est en train d'effrayer l'ensemble de la population que l'on a associée à la démarche. Juste un mot. Laurent a levé la main avant. Juste, ouais. on a une illustration parfaite. On voit bien à quel point... enfin, pour moi, toute l'intervention là, de Monsieur le maire est assez illustrative. D'abord, du fait qu'une vision un peu technocratique, en disant qu'on va territorialiser des stratégies nationales comme ça, juste en faisant des règles de 3 dans les différents secteurs économiques et en voyant en quoi ça concerne chacun des territoires. Enfin, on voit bien que les enjeux locaux sont tellement structurants, sont tellement déterminants que la capacité des territoires à contribuer à ces objectifs nationaux est directement liée à la prise en compte de ces réalités. Et là, je crois que vous avez fait une démonstration assez édifiante. La deuxième chose que je voulais soulever, et là on est dans l'extrême, c'est imaginer, et on le voit, imaginer la position d'un maire devant un propriétaire qui vient d'acheter une maison à 9 millions d'euros, c'est le chiffre que vous avez évoqué, et il lui expliquait que cette maison, dans quelques années, elle n'aura plus de valeur. Enfin, je veux dire, on parle de ça. Donc le minimum, c'est qu'effectivement, on ne mette pas le maire en première ligne et qu'il y ait un minimum d'accompagnement et de relais ou de tiers qui viennent faire le job. Moi, je voudrais juste rajouter... rapidement. Bon, ben alors je ne sais pas si je vais rajouter. De la place à Juliette. Non, rajouter, ça a été évoqué, le fait que malgré tout, il y a un enjeu à ce que Oui, c'est l'enjeu de la gouvernance. On voit bien qu'il faut tout changer, c'est ce que vous avez dit, il faut changer le système. Le système, il est aujourd'hui caractérisé par ses modalités de gouvernance en silo. Dans un monde, on avait une conférence sur la décroissance là juste avant, dans un monde où on ne jure que par la croissance et l'augmentation du gâteau, le silo, ça fonctionne. On redistribue une part du gâteau supplémentaire à chacun des silos. Dans un monde où le gâteau n'augmente plus, voire même les ressources matérielles, les ressources naturelles diminuent, eh bien, la répartition de ces ressources pose de nouveaux problèmes et donc convention citoyenne, pourquoi pas. Il y a des territoires qui font des COP. Bref, il y a matière à expérimenter de nouvelles façons de concerter, de dialoguer, de prendre les décisions, avec un sujet qu'on a peu abordé, qui est du coup de prendre en compte aussi les interdépendances. C'est-à-dire que là, on a pensé à l'échelle d'un territoire communal ou intercommunal. Ces territoires, leur résilience, en fait, elle est directement liée et dépendante d'autres territoires. On pourrait développer, on n'a pas le temps, mais la gouvernance, la nouvelle gouvernance ou les nouvelles gouvernances qu'il faut mettre en place doivent
intégrer ces interdépendances. Et c'est donc nécessaire coopération. Les territoires ne seront jamais résilients tout seuls. Ça n'existe pas. Ils seront résilients à mesure de la force des coopérations qu'ils auront su nouer avec d'autres territoires dont ils dépendent. Et ça me paraît un élément important. Et donc là, il y a place pour l'expérimentation. Le pire, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le statu quo vaut l'accélération dans le mur. Donc le minimum qu'on puisse demander, c'est de tenter des choses, c'est d'expérimenter, de tenter des choses avec, qui dit expérimentation, dit aussi un dispositif d'analyse, de suivi et d'évaluation partagé pour évidemment pouvoir réorienter et renforcer ce qui marche le mieux. On va laisser Juliette Noël réagir très rapidement pour avoir une dernière question. C'est toujours sur la fameuse maison à 9 millions d'euros. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la photo pour voir à quoi ça ressemble. Non, je voudrais juste dire que la loi climat et résilience impose aux propriétaires, enfin aux vendeurs, et même aux loueurs, depuis le 1er janvier, qu'ils soient signalés à l'acheteur que les risques de submersion, et ça, alors je ne sais pas si c'est descendu encore sur le terrain, mais vous avez quand même la loi pour vous de ce point de vue. Et la deuxième chose, c'est que si même, malgré tout, les gens sont OK pour acheter une maison à 9 millions d'euros qui, dans 10 ans, sera sous l'eau, ben, je pense que les compagnies d'assurance ont quand même un rôle à jouer et qu'elles doivent dire, ben, moi, je n'assure plus. Je n'assure plus parce qu'il n'y a aucune raison quand même de mutualiser le coût des dommages à toute la population, alors que c'est des gens, enfin c'est l'aléa moral quand même là. Hein. Je rebondis très très rapidement. Pour tout vous dire, en 2008, quand je me suis présenté une première fois avec une liste, et bon voilà, je n'ai pas poursuivi après ce travail-là, mais en 2008, lors d'une réunion publique, j'ai exposé le risque de l'érosion du trait de côte. Et pourquoi je l'ai fait en 2008 ? C'est pas parce que j'étais particulièrement précurseur de la chose, loin de là. C'est tout simplement parce que c'était les premières situations aux États-Unis où on voyait des assurances qui refusaient d'assurer les biens qui étaient soumis au risque d'érosion. Donc ça veut dire qu'en 2008, autant vous dire que bon, le sujet s'est éteint aussi vite que j'ai pu quitter effectivement le groupe à l'époque, mais peu importe. Alors, je vous rassure, pour la maison à 9 millions, je vous donnerai l'adresse. Voilà. Mais juste très rapidement, ce que je voulais soulever, c'est que vous avez une jeune doctorante qui est passée aux Journées scientifiques de Nantes, auxquelles j'ai pu participer au titre du CEREMA de l'ANEL et de Cap-Atlantique, enfin de la commune du Pouliguen, de l'ensemble des territoires. Et cette jeune doctorante, elle a fait une étude sur quel est l'impact qu'il y a du point de vue du changement climatique sur la pression foncière et sur l'immobilier en littoral, y compris avec les annonces et les mentions qui doivent être faites aujourd'hui de manière obligatoire depuis le 1er janvier 2023 sur l'ensemble des annonces, pour dire que vous êtes soumis à l'érosion du trait de côte. Eh bien, c'est très simple. Sa conclusion, elle est sans ambiguïté. Il n'y a strictement aucun impact. Aucun impact. C'est-à-dire que le niveau de l'immobilier n'a été absolument pas impacté en bord de littoral, ni par le changement climatique, ni par les options de la loi climat et résilience dans son ordonnance de 2022 au titre de ce que doivent faire les agences immobilières, ni même dans ce que contient la loi climat et résilience en termes par exemple de décote du bien, parce que ça va être un risque. Et vous l'avez dit, notre grande difficulté quand on va faire une bande d'érosion sécuritaire, c'est que je vais avoir 200 fourches qui vont se dresser au bas de ma mairie, et que je n'ai qu'une chose, ça sera de fuir par l'océan. Eh bien, ce seront les derniers mots de cette table ronde. Merci beaucoup pour votre participation. Un énorme merci à vous quatre pour vos contributions qui ont vraiment nourri les débats. Et nous vous souhaitons une excellente soirée, j'espère à l'After Shift, si vous avez pris vos billets. Voilà, merci beaucoup.